Et salut, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Calmos D&D, discussion et digression. Cette fois, on va parler d'une mini-série documentaire produite par HBO et disponible sur Netflix, réalisée par Allen Hughes, un des deux Hughes Brothers, donc les réalisateurs de Menace to Society, entre autres, mais aussi le livre d'Eli. Qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre? Dead President aussi. Ils avaient fait deux, trois conneries. Fromel, ils ont fait Fromel. Ils ont fait Fromel, exact, exact, ils avaient fait Fromel. Et donc là, chacun fait ses trucs apparemment en ce moment. Et du clip aussi, ils ont fait pas mal de clips. Et donc là, le Allen Hughes s'est posé sur cette mini-série en 4 épisodes, donc qui font entre 1 heure et 1 heure et quart, je crois. Qui revient un petit peu sur les carrières conjointes, enfin conjointes à un moment, mais qui se sont faites un petit peu en parallèle, de Jimmy Iovine et de Dr. Dre, hein, le célèbre Dr. Dre. On va pas remettre du son, hein, j'en ai mis en intro pour ceux qui étaient là, mais on en remettra après tranquille. Des carrières qui ont pendant longtemps, qui ont eu pas grand chose en commun, quoi, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, Jusqu'à Interscope, en fait. c'est-à-dire jusqu'au dernier épisode de la série, quoi, en fait. C'est sur le troisième épisode de la série. Sur le troisième, ouais, sur le quatrième, il parle plus de beats, effectivement, et de tout Ouais. ce que ça comprend. Eh ben, le quatrième épisode sera notamment assez intéressant à discuter. Mais du coup, voilà, une mini-série très intéressante, extrêmement bien réalisée, moi j'ai trouvé. Très bien rythmée, pleine de petites infos, pleine de vidéos d'époque aussi, parce que le Dre, il a quand même connu pas mal d'époques, hein. Le gars, il est là depuis longtemps, hein. Il était avant au milieu de ce mouvement assez ridicule du hip-hop avec les danseurs et tous ces trucs hyper ringards des années 80. Mais c'était rigolo parce que, bon, mine de rien, ça venait de la street, quoi. Et c'était encore assez. C'était bon enfant. De toute façon, Dr. Dre, malgré toute l'image qu'il a charriée et ce dont il s'est servi pour se faire connaître, c'est quand même un gars qui est plutôt un bon gars, quoi. Il la joue gangsta, mais bon, il s'appelle André, hein, le mec. Voilà, il vient pas du fond du ghetto, mais quand même, il habitait à Compton, où c'était pas non plus trop la rigolade. Et Jimmy Iovine, lui, c'est quoi? C'est un New-Yorkais, il me semble. C'est un New-Yorkais, ouais, c'est un prolo, Jamie Ovine. C'est un Rital, il me semble. Fils de Docker, donc ouais, il vient. Et oui, Ouais, ouais, c'est un prolo new-yorkais. c'est un prolo, c'était un peu un branleur, d'après le portrait qui dresse de lui, mais un branleur par rapport à l'école, par rapport au taf, par rapport au salariat et par rapport à toutes ces activités absolument euh, dégueulasses, on va le dire comme ça. Et le gars s'est trouvé après, petit à petit, à cette belle époque, hein, où finalement tu pouvais terminer dans les métiers du cinéma et de la musique un peu par hasard, quoi, parce que t'étais là, ils avaient besoin d'un connard pour tenir un truc, donc voilà, maintenant tu C'est réalises, ça. tu Et réalises des après, films. le reste, ça se faisait avec un peu de taf, quoi. Et Un peu beaucoup, ouais. un peu beaucoup, ouais, parce que quand tu disais branleur, effectivement, tu sentais le gamin qui voulait. Enfin, comme il y en a plein d'autres qui sont rentrés dans le showbiz par une porte ou par une autre, mais des mecs qui savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, qui survivaient un peu au jour le jour, et puis qui, voilà, un jour, ont été au bon endroit au bon moment, et ont su, dans le cas de Jimmy Iovine, ont su plutôt bien même faire fructifier leur chance, quoi. Que Bah, le mec est quand même allé assez loin. oui, carrément. Son vrai premier fait d'arme, au final, là, du coup, c'est pour toi, c'est cadeau, c'est le Born to Run de De Springsteen. Springsteen, Eh oui, ah c'est. bah attends, pense quand j'ai vu qu'il était dans le documentaire, j'étais comme un fou. Hmm, hmm. Bon après, voilà, enfin, il est dans le documentaire, il doit avoir deux trois interventions un peu rapides. Au tout début, ouais. Ouais, et puis avec ce ton ultra laconique qu'il peut avoir en interview justement.
Ok, il est comme ça, lui, souvent, parce que je crois pas avoir entendu quoi que ce soit de lui à côté des interviews ou trucs dans le jeu. Ouais, il est. Et puis c'est pas forcément l'âge d'ailleurs. T'écoutes ses premières interviews quand il était gamin, quand il avait 25 ans, bah, à l'époque de Bantoran, ses interviews radio, des fois t'as du mal à comprendre ce qu'il dit, quoi, tellement il articule pas. Il aime pas trop ça, donc voilà, il le fait quand on lui demande ou quand c'est pour des potes à lui, pour des documentaires sur ses albums. Mais Mais sans balèque un petit peu. ouais, voilà, il y a un petit peu ça, ça se voit un peu dans le documentaire d'ailleurs. Ça, Tu vois il y a d'autres intervenants qui ont l'air plus concernés dedans. oui, bah il y a d'autres intervenants qui ont peut-être plus de choses à vendre par rapport à tout ça aussi, hein. On y viendra à un moment, hein. On va Ouais, reparler de ce quatrième épisode parce que moi, quand même, il m'a bien défoncé l'anus parce que tellement que c'était d'enculage ce truc. Mais c'est effectivement, même un peu décevant par rapport à ce qu'il y a avant, quoi, c'est dans le reste du documentaire, que ça finisse en espèce de pub géante. Enfin, bon, on en reparlera, on va essayer peut-être oui, d'être. bah de toute façon, on fait comme d'hab, hein. Là, c'était une intro, on est lancé dessus de toute manière. Euh, on est au milieu de tout ça. Moi, je me demande, on fait les choses dans le désordre, hein. On est dans un film de David Lynch. Ouais, Le truc, c'est que justement, cette quatrième partie, elle est extrêmement décevante. Parce que moi, c'est ce que je t'avais dit, je dis, on dirait de l'infomercial, quoi, au final. C'est pas. Il y a plus d'histoire, mais en fait, c'est l'histoire de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là et de ce qu'ils continuent à vivre en ce moment. C'est-à-dire d'un côté, Beats, qui a été monté un peu par eux deux sur un espèce de coup de tête. Bah, c'est le privilège des millionnaires, hein, parce qu'ils étaient que millionnaires à l'époque. Ils sont devenus milliardaires après. Et tiens, si on faisait. Parce que Dre, quand même, ça c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est un mec qui est très concerné par le son et par la qualité de ce qu'il fait. Donc les gars avaient envie de faire du bon matos audio. Et donc ils ont lancé cette marque de hi-fi. bah, et puis du coup, c'était pas débile de s'associer avec un ancien ingé son, en plus, pour ce Car- genre de. Bah carrément. Ce genre. Carrément, et je pense qu'il a un carnet d'adresses assez impressionnant, le André. Donc oui, ils ont lancé ça. Donc je me dis, je suis partagé en me disant, bon, est-ce que, en gros, ils ont accepté de faire ce documentaire pour dire, ok, mais la quatrième partie, on va vendre notre soupe à fond, ou en fait, c'est juste bah, ce qu'ils sont maintenant, quoi. C'est-à-dire que le Dre, constamment en studio et à produire des nouvelles choses et à driver un peu l'industrie musicale de hip-hop, plutôt, bien sûr, bah, il est peut-être plus vraiment là. Les mecs, beaucoup d'artistes qu'il a produits, des mecs comme 50 Cent ou Eminem, pour citer les plus célèbres. Quoique non, euh, 50 Cent, je crois qu'il est passé par le label de Eminem. Parce que du coup, après, ils ont tous leur label à eux, quoi. Dre avait Aftermath, c'est par là où est passé Eminem. Et ensuite, Eminem, je me rappelle plus ce que c'est le nom de son label à lui. Et je crois que après, donc, 50 Cent s'est passé par le label de Eminem, et ensuite 50 Cent a eu son label à lui. C'est un sacré bordel, hein. Mais tout ça sous la même maison de disques. Je pense que de toute façon, tout ça, c'est encore Interscope, qui a été donc où en gros, c'est Jimmy Iovine qui a monté ça, Mm. qui a été le créatif, quoi, derrière tout ça, le producteur créatif derrière tout ça. Ouais, c'est que ben, on le voit dans le documentaire, mais du coup, Jimmy Iovine, il est pas resté un son très très longtemps en fait. Non, Euh, non, il a vite, il a vite grimpé les échelons en produisant les albums. c'est ça. Bah, de toute façon, ça dans le documentaire, c'est plutôt bien montré parce qu'il y a quand même beaucoup d'intervenants, beaucoup d'histoires qui se croisent et beaucoup d'infos à choper. Et j'ai trouvé le truc plutôt digeste, quoi, parce que Oui, carrément. c'est vraiment bien, on y reviendra dessus, mais je pense que ils ont dû passer un moment sur le montage du truc parce que c'est quand même vraiment bien branlé. Mais du coup, bon, voilà, il commence avec Springsteen au milieu des années 70 en tant qu'ingé son. Et du coup, ses premiers gros projets comme producteur vraiment d'albums, ça va être avec Patti Smith notamment. Ouais, Et Patti Smith, qui est une artiste plutôt à l'époque et même encore aujourd'hui, hein, plutôt underground. Hein. Patti Smith, elle remplit pas des stades,
Euh, mais elle a eu par contre un gros succès qui est une chanson de Springsteen justement. Et oui. Et oui, Et que donc, lui, il voulait pas mettre dans l'album parce que justement, elle dénotait trop par rapport aux autres, quoi. ouais, c'était l'époque où les artistes essayaient de réfléchir encore un peu à une cohérence d'album. Il y en a encore quelques-uns aujourd'hui, hein. Oui, quand même, quand même. Mais, enfin d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que le quatrième épisode va aussi entraîner des discussions sur l'ère de la musique digitale, comment on partage la musique, etc., etc. Mhm. Et Mais au-delà du partage, qui est bien pointé du doigt par Yovin dans le documentaire, moi je pense que ce qui a là où ça a fait le plus de mal à la musique, c'est pas tellement en termes de la façon de le partager, mais pour moi c'est par rapport à ce que les gens produisent, comment ils le produisent et comment ils les sortent. Tu vois, tu as des artistes qui te sortent des singles, des EP, ils t'en sortent 6 7 par an, tu sais pas ce que tu dois écouter, dans quel ordre, qu'est-ce que ça raconte, etc. ouais. Et je trouve ça un peu dommage de consommer la musique uniquement en playlist constamment. Alors, c'est très bien, hein, on le fait tous d'ailleurs, au moins un autre, mais c'est vrai qu'il y a certains albums, c'est comme regarder un film avec les scènes dans le désordre, quoi. Ça raconte plus la même chose. Bah, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a quoi, il y a peut-être 2 semaines de ça, il y a même pas. Nine Inch Nails a sorti un troisième EP, enfin que Trent Reznor considère comme un album. Enfin, il s'est embrouillé avec un mec sur un forum par rapport à Ouais, j'ai ça. vu, Ah, j'ai vu ça. elle était assez rigolote celle-là. Elle était assez rigolote celle qu'il a balancée. Mais en gros, il a fait un peu une Carpenter brute là-dessus. Où le Carpenter brut, il avait sorti 3 EP, qu'ensuite il a réuni sous trilogie. Et ça fait un album. Et là, les trois EP, donc qui sont Not the Actual Events, Add Violence et le dernier c'est Bad Witch, ça forme un album. Je suis tombé sur une. Bah, j'ai dû la partager sur notre page Facebook. Une interview de Reznor et de Atticus Ross où justement il expliquait que ben voilà, s'il avait sorti tout ça d'un coup, ça aurait pour lui été trop indigeste. Mais tu vois, il y a encore cette cohérence, mine de rien. Donc après, en fait, c'est le même souci que quand tu as tous les moyens du monde. Les gens en général se perdent et font de la merde. Et tu as encore au milieu quelques gars qui arrivent justement à se dire, bon, j'ai cette liberté de pouvoir sortir mes disques comme ça, en 3 parties ou en petits bouts, et ça fonctionne comme ça. Après, oui, c'est vrai que c'est dans la quatrième partie où il parle beaucoup de ça, notamment pour justifier tout le truc de Apple Music. Parce qu'on va rappeler, Ouais, on spoil, là, attention, on va spoiler la mort de Tupac, on va spoiler, attention, Beats, ça a été racheté par Apple. Spoiler, hein, Tupac est mort, il paraît. En gros, c'est Apple qui a racheté Beats pour 3 milliards de dollars. Bah, d'ailleurs, en plus, c'est pas vraiment du spoiler parce que le documentaire commence sur ça, ouais, ça commence d'ailleurs sur avec le cafouillage. Eh une oui, vidéo qui avait leaké de la part, enfin, du côté de Dr. Dre. Et enfin, d'ailleurs, c'est marrant et ça fait partie des trucs vraiment cool du documentaire, c'est que en fait, après les 10 15 premières minutes du premier épisode, on commence du coup par la vente de Beats à Apple pour devenir Apple Music. ah, c'était pas signé encore. Voilà, alors que c'était pas signé, tu Eh, vois la différence de traitement dans le business, on va dire, entre la team du côté de Dr. Dre et du côté de Jimmy Iovine. bah, lui, c'est ça, c'est Yovin, Voilà, n'en avait parlé à absolument personne. Et Dre, c'est il ça. était allé se Et murger la on a- gueule. C'est Tyrese Gibbon. C'est Gibson ou Gibbon? Gibson. Le mec de qui Fast a, and ouais, Furious. qui a fait une vidéo où il était torché avec Dre en arrière-plan en disant ah, Apple, Apple. C'est Ouais, ça. bah du coup, Ovid, il en avait gros sur la patate. Tu Et c'est m'étonnes. marrant, parce que, du coup, après cette intro, ils attaquent donc l'histoire des deux séparément, et c'est marrant parce que l'histoire de l'un et de l'autre, tu vois comment ça a pu, comment ça a pu aboutir sur ce genre de réaction, quoi. Il y en a un, d'un côté, il va se manger la gueule et il balance le truc sur les réseaux, puis l'autre, il gardait ça bien dans le secret, en mode businessman de Wall Street, quoi. Voilà. Si je devais faire une phrase de petit malin, je dirais que les deux sont un peu des métis, quoi. Yovin est un peu black et Dre est un petit peu blanc, quelque part.
Tu vois, il y a ce truc-là qui fait que les deux ont pu se rencontrer. Yovin est quand même un mec qui a toujours été curieux, toujours été intéressé par les nouveaux sons et a toujours eu envie d'aller de l'avant. Dre a toujours eu cette mentalité de businessman, c'est un mec très carré, sauf quand il l'est pas. Et le documentaire n'évite pas d'en parler, c'est-à-dire il montre un peu tous Ouais. leurs abus, tous ses abus à lui, son truc là, sa poursuite en bagnole avec les flics où il a essayé de faire le sgeg en fonçant à 150 et tout ça. Les deux, je pense qu'ils se sont bien trouvés et ça se voit d'ailleurs. Il y a un repas qui est filmé par quelqu'un au caméscope pour l'anniversaire de Jimmy Iovine où lui est limite à mon frère Dre quoi. Et les deux sont restés très unis mine de rien. Le problème, Ouais. le problème qu'a eu Dre beaucoup pendant sa carrière, c'est ses longs débuts, on va dire, jusqu'à Aftermath, jusqu'à quitter en gros Death Row Records avec Suge Knight et tout ça. Le gros problème qu'il a eu, c'est qu'il était entouré de mecs, bah, un peu les mecs de la street, quoi, et un peu des gars pas fiables, Mm. qui se la jouent gangsta et tout, quoi. Et tomber sur un partenaire fiable comme Yovin, je pense que ça lui a complètement changé la vie. Et Yovin est vraiment un mec qui est là pour les artistes. D'ailleurs, la partie avec Reznor est super bien, où il explique à quel moment il a signé chez Interscope. Mm. Il l'a reçu dans une chambre d'hôtel, où lui, il était qu'éclairé avec des bougies. Lui, il avait commencé à prendre son attitude un peu bourrue. Et en gros, il voulait lui faire peur. Il voulait faire peur à Yovin. Et Yovin, lui, avait adoré le premier album de Nine Inch Nails, donc Pretty Hate Machine, qui était extrêmement mal desservi par la maison de disques et le producteur qui s'en occupait. Et comment dire. Et du coup, Reznor a commencé à poser ses conditions. Bon, ok, je signe chez toi, mais vous me lâchez les couilles, j'enregistre ce que je veux, comme je veux, l'album il sera comme je veux, l'artwork c'est moi qui gère, et vous fermez vos culs. Et Yovin de lui répondre, ok, pas de problème, quoi d'autre. Alors, bah, je veux un label aussi à mon nom, je pourrais signer d'autres artistes. Ok, vendu. Exact. Bah, là-dessus, bah, pour le coup, c'est que je connais plus cette histoire liée à Springsteen que celle de Reznor. Mais Yovin, alors ils en parlent pas trop dans le documentaire, mais à l'époque de Born to Run, lui, il a été témoin de, d'un gros changement. C'est au niveau de la production de l'album de Springsteen. Au moment d'enregistrer Born to Run, il a fait venir un nouveau producteur qui s'appelait John Lando, qui était écrit de musique à l'époque, alors qu'il avait un autre manager avant. Et du coup, les deux ont travaillé en parallèle, mais ça s'est plutôt très mal passé, si tu veux, avec Yovin au milieu qui avait les envies de l'un à l'oreille droite, les envies de l'autre à l'oreille gauche, donc c'est compliqué. Et tout ça, ça finit en bataille juridique où Springsteen ne pouvait plus mettre les pieds dans un studio tant que c'était pas réglé avec l'ancien manager. Hmm. Et donc je pense que Yovin, qui était au milieu de tout ça, qui a d'ailleurs continué à bosser pour Springsteen beaucoup en live, il a enregistré pas mal de ses lives, des lives qui commencent à sortir d'ailleurs en ce moment. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, un live enregistré par Jimmy Iovine. Donc ils ont continué à travailler ensemble, et je pense qu'en ayant vu ça, toutes ces histoires légales et de producteurs qui essayent au final, qui utilisent l'artiste pour juste coucher leurs idées à eux et en oubliant ce que l'artiste voulait à la base, je pense que lui, c'est un truc qu'il a rapidement pas voulu faire du tout avec personne. Donc effectivement, et puis de toute façon, avec un mec comme Reznor, je pense que ça serait pas passé du tout, effectivement. Donc voilà quoi. Ouais, bah, c'est un des trucs qui est intéressant hein, dans ce documentaire par rapport à toutes ces histoires d'industrie musicale, c'est que tu vois plein de changements au fur et à mesure. Ouais, parce que mine de rien, ça couvre 35 ans, quoi. Facilement, facilement, parce Ouais, que le Born to Run, c'est quelle année? c'est 75. 75, et ses débuts, ouais, en gros, Yovin, c'est début des années 70, où il a commencé un peu à bosser là-dedans, où Mm. c'était porte ouverte, wesh, t'as le temps, bah, viens taffer. C'est ça. Jusqu'à quasiment 2010, quoi.
Enfin, Ouais, du coup, le rachat de Beats, je sais plus en quelle année c'est, mais je crois que Steve Jobs était déjà mort. Donc, ok, mm, faudrait checker ça. ouais, bon, à 40 ans, quoi. T'as 40 ans d'évolution de l'industrie musicale C'est et ça, ça peut dire que ça a changé, quoi. c'est ça, D'utiliser c'est ça. Ben, c'est là où c'est pratique aussi en suivant les deux trajectoires pour les réalisateurs. C'est qu'en gros, quand ça devenait un peu moins intéressant d'un certain côté, et ben pouf, ils pouvaient bifurquer sur l'autre pour voir ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que toutes les années 70, bon, bah, c'est clairement sur Yovin. Après, tu as les années 80 avec bah, les débuts du hip-hop et du rap et du gangsta rap, etc., etc. Du coup, c'est plus du côté de Dre, où Ouais. ils peuvent bifurquer sur lui. Et ça, alors bon, dans la forme, de toute façon, on l'a dit dès le début, hein, le truc se suit nickel, hein, que vous aimiez ou pas les mecs, il y a vraiment des tonnes d'infos intéressantes à prendre là-dedans. Moi, j'ai suivi ça alors que je suis pas du tout un fan ni un connaisseur de Dr. Dre, même Jimmy Iovine. Hein. Jimmy Iovine, je connaissais son nom, je savais un peu ce qu'il avait fait, mais Ah, moi, je connaissais pas du tout le mec, hein. Je savais même pas que c'était lui qui était derrière Interscope. bah, moi, je le connaissais du coup parce que je suis tout de Springsteen et qu'il intervient dans des documentaires, sur le documentaire sur ses albums notamment. Yes. Mais voilà, sinon, moi, en dehors de quelques hits que Dr. Dre a pu avoir dans les années 90, tu vois, effectivement, Eminem qui intervient pas mal sur la fin du documentaire, moi, c'est pas du tout mon univers, quoi. Et pourtant, ça se lève au bout de 10 minutes. Enfin, moi, je l'ai binge-watché le truc, je l'ai regardé d'un coup. Bah, nous, je sais plus comment on l'a maté. Je crois qu'on a dû faire je crois qu'on a fait un soir un épisode. Et Oh, c'était nickel, quoi. C'était vraiment nickel à regarder. Donc, il n'y a pas à tortiller du cul pour tous ceux que ça intéresse. Vous avez Netflix direct. Regardez, si vous aimez bien la musique aussi, hein, c'est toujours ouais, intéressant. Après, il y a beaucoup de réflexions à se faire autour de ça, et c'est là où la partie digression peut s'enclencher. C'est que moi, j'ai beaucoup apprécié voir un peu ces enchaînements logiques, en fait, d'une certaine manière. Même il y a des petites traces au tout début, justement, par rapport à Jimmy Iovine où justement tu as tout l'enregistrement de Born to Run, qui est compliqué et difficile, et qui est mm. un vrai travail d'artisan et d'artiste. Ouais, parce que t'as que des gamins dans le studio en plus, C'est à peu de ça, choses près. c'est ça, c'est ça. Et justement, cette chanson que Bruce Springsteen refile à Patti Smith, qui est celle dont il ne veut pas, qui se fait très facilement. C'est pour l'album d'après, ça d'ailleurs, c'est pour après Born to Run. Oui, Le, c'est après Born to Run que ça sort, ça. Ouais. justement, je te parlais de problèmes judiciaires pendant lesquels il n'a pas pu aller en D'accord, studio. ouais. C'était entre 75 et 78. Ok, Voilà. Et c'est pour ça que l'album qui est venu après Born to Run était un peu plus dark, etc. Et que Because the Night, donc la chanson qu'il a fait à Patti Smith, pour lui, allait pas dans la thématique qu'il voulait. Mais Jimmy Iovine, ouais, était encore sur l'enregistrement de cet album-là. ouais, bah, c'est ça. Mais c'est rigolo de constater que c'est devenu un méga hit. D'ailleurs, il a eu Mm. deux coups comme ça. Il n'y a pas un truc avec Tom Petty aussi et comment elle s'appelle l'ex-femme justement de Jimmy Iovine. Euh, Euh, Stevie avec Nicks. Springsteen. Stevie Nicks. En gros, la chanson de Patti Smith, Because the Night, est un méga carton, assez automatique et direct. Et c'est un peu tout ce que va être la musique par la suite en fait. Des histoires de hits. Des, Ouais. des- tu vois ce que je veux dire? Bah oui, 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 bah d'ailleurs c'est des demandes même de producteurs. Après, souvent, quand tu as un album, surtout à l'époque où tu avais des singles qui sortaient avant les sorties d'albums, les, les prods ils avaient besoin d'un hit, d'un single à sortir, à faire passer sur les radios, et, euh, et des fois à l'encontre de la cohérence et de l'intérêt de l'album d'ailleurs. C'est ça. Bah, Et, je pense que ça les faisait pas trop peur. T'as déjà cette première évolution là. Ensuite, t'as les années 80, du coup, où bon, on a traversé les années 70. Il y a eu toute la vague funk, un peu disco et tout.
les années 80, bah, va falloir un peu augmenter les doses d'excitation musicale. Donc on a le hip-hop qui se pointe et qui permet à un peu beaucoup de gars qui vivent dans les ghettos de s'exprimer artistiquement. T'as ce truc qui commence à exploser et bim, ensuite t'as les années 90. Et les années 90, c'est vraiment l'époque où c'est fini les chichons et tout ça, tu vois, faut passer aux drogues dures maintenant. Donc tout Interscope, mine de rien, ça a été un sacré marqueur dans l'industrie musicale par rapport à tous les artistes qu'ils ont sortis. Donc il y a Nine Inch Nails, ils avaient beaucoup de labels aussi à côté. Il y avait Nine Inch Nails, il y avait aussi tous les groupes de gangsta rap, il y avait No Doubt et tous ces trucs-là. Et en gros, il fallait augmenter les doses à chaque fois. Moi, c'est ce qui m'a fait halluciner dans l'évolution du truc. Et c'est même assez visible dans le documentaire. Parce que tu as des montages d'images, en gros, qui te retracent un peu toutes les années 90, entre le gangsta rap du début des années 90 et le Marilyn Manson de la fin des années 90, quoi. Où c'est Ouais. c'est des déglingos, c'est du sang, c'est du cul, c'est du pognon jeté à la gueule du monde. C'est quand même assez intéressant, je trouve ça, pour un peu regarder de plus près cette évolution de l'industrie, quoi. Moi, Mm. j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent témoignage à ce niveau-là. Et après, c'est vrai que ça se tasse dans les années 2000. Finalement, on continue un peu sur cette lancée, mais comment on fait pour faire encore plus fort que ça? Donc après, c'est à chacun d'extrapoler, de réfléchir à pourquoi Lady Gaga, C'est et, ça. et ainsi de suite, quoi. Et puis avec l'arrivée, alors de mémoire, ils en parlent pas trop, mais l'arrivée de YouTube, quoi, qui a remplacé, Ils n'ont pas qui a trop remplacé, parlé de ça, hein. qui a remplacé MTV, quoi, finalement. Eh Tu vois, ben, exactement. Et puis où, je t'en prie. non, vas-y. Bah, le piratage qui a un peu carotté l'industrie du disque et qui ne pouvait plus balancer des centaines de milliers de dollars dans des clips. Mm. C'est le clip dans les années 2000, c'était déjà la merde d'avoir du budget pour tourner un clip. Moi, je me souviens que au début, quand j'étais sur Paris, je me suis fait bon, bah, les mecs ils se sont fait la main en faisant des clips, on va voir ce qu'il y a moyen de faire. Tu discutais avec les gars, ils t'expliquaient, ils me faisaient mais Coco, non, ça n'existe plus ça en fait. Maintenant, il n'y a plus de pognon pour les clips, quoi. Sauf pour un ou deux artistes qui sont déjà des dinosaures, mais Mm. Non, les bah, c'est sûr. Fincher pourrait difficilement éclore à une époque comme la nôtre Bah, par le clip. et les frères Hughes aussi, d'ailleurs, c'est avec beaucoup de clips Bah, et de documents. et oui, Mais donc c'est donc c'est marrant que ça finisse son documentaire, les Hughes finissent là-dessus, quoi, sur ce constat. c'est clair. Enfin, finissent sur ce constat. Oui et non, c'est un constat que tu fais toi-même, mais eux, ils passent beaucoup de temps dans le quatrième épisode à pointer du doigt le téléchargement illégal. C'est clair. Euh, Ils l'ont mauvaise, hein. Bah oui, 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 tu m'étonnes. Mais après, c'est pour ça que enfin, que Beats aille se faire racheter par Apple, c'est la suite logique. Apple, alors c'était 2014 hein, le rachat d'ailleurs, au Ok, passage, bien vu. donc, plus tard que ce que je pensais. Euh, cette histoire de téléchargement, enfin une musique consommée de manière digitale, Apple y est quand même pour beaucoup parce que c'est eux qui, avec iTunes et l'iTunes Store, c'est eux qui ont lancé le concept d'achat sur Internet vraiment facile d'albums entiers, quoi. Et c'est surtout eux qui ont vite réussi à faire signer des labels et des artistes. Le problème, c'est que tous ces fichiers sont aussi très vite retrouvés disponibles légalement Mhm. dans multi plateformes. Ah, Et, pour avoir et connu voilà, l'époque Napster, ouais, ouais, ça commençait à ce moment-là, mais c'était pas optimisé, on va dire. Tu chopais les c'est zik, ça. elles étaient dans une qualité dégueulasse, mais t'avais des chansons que tu savais pas d'où ça déboulait et t'étais heureux. Que Et là t'avais la pochette, t'avais les infos, t'avais tout, et puis t'avais iTunes, et puis tu branchais ton iPod, et puis c'était bon, parce qu'il y a l'iPod qui a déboulé avec, quoi. c'est ça, Donc bon, bah, ça a été. Bah, de toute façon, c'est ce qui a aussi sauvé Apple une deuxième fois, quoi. ouais, C'est l'iPod, hein. c'est clair. Donc,
Donc ils y sont quand même pour beaucoup, et le fait qu'ils se lancent maintenant là depuis le rachat de Beats dans le streaming, un peu comme Deezer, Spotify, etc. Et ben est-ce que ça va enrayer vraiment le piratage? Je pense pas du tout. Mm. Euh, mais dans le documentaire, quand Yovin il en parle un peu, t'as l'impression que ça fait bouée de secours, quoi. Tu sais qu'Apple c'est quand même un géant du digital, qu'il a quand même qu'il est bien, on va dire, répandu chez les gens, bah, notamment pour le mobile, tout ce qui est mobile avec les iPhones. Euh, donc voilà, c'est un moyen de garder un pied sur la carte et de dire que voilà, les labels, les artistes sont encore là. Puis bon, et 3 milliards de dollars, hein, C'est c'est clair. quand même, c'est pas un petit rachat. Donc maintenant, tu peux acheter des casques Beats dans un Apple Store, etc. Le carnet d'adresses des Domestiques fait que tu as eu quand même beaucoup de monde Ah, c'est pour horrible. promouvoir C'est bah, horrible. pour promouvoir les trucs. Et YouTube, ça a été, mais c'était flagrant. C'est vrai. YouTube, là, les produits Beats, et puis de toute façon, YouTube, eux, ils faisaient même des petits showcases à la fin des conférences Apple. C'était un des groupes qui régulièrement venait faire une ou deux chansons à la fin d'une grosse conférence. Quand ils faisaient des conférences, il y a de la musique, soit pour iTunes, soit pour. Ah, c'est beau. C'est beau. Bah ouais, ouais. Ah, putain. C'est vrai qu'eux aussi sont pas mal là. C'est vrai que Yovin avait participé à Rattle and Hum et tout ça. Moi, c'est un album que j'aime bien de YouTube, ça. Rattle and Hum. C'est celui où il y a du live, Mm. où il y a en partie du live et tout ça, hein. C'est vraiment un de leurs bons albums, je trouve. Celui-ci. Notamment parce qu'ils font le long de The Watchtower aussi. C'est pour ça. Bah, c'est Et marrant d'ailleurs aussi, parce que tu le vois Enfin, Bono fait partie des intervenants et il raconte aussi comment Yovin, pardon, comment Yovin est venu, et ça avait l'air quand même d'être un. Enfin, il avait pas l'air de trop s'embarrasser de politesse, quoi, le mec, tu vois. Il venait, il proposait ses trucs, si ça collait, ça collait, sinon, bah tant pis, quoi. je pense qu'il était plein de coke aussi, le Yovin. À l'époque veut ça, hein. On va pas Ouais, lui je pense que reprocher. ouais, le début des années 80, ça a dû commencer. Non, mais il a une tronche et il a un parler, le mec, à avoir tapé trop de coke, hein. De toute façon, il y a rien à faire. Il y a rien à faire. C'est vrai que. Et puis moi, c'est vrai que ça m'a ramené sur plein de trucs, justement, pour l'avoir vu un peu, notamment par MTV et par aussi ce qui était diffusé en France, un peu l'évolution de l'industrie de la musique dans les années 90. C'est un bon. C'est comment dire? C'est ça, c'est un bon témoignage, ce documentaire. Ça vaut vraiment le coup, Ouais, ça donne une bonne et, idée. et dans sa majeure partie, c'est quand même plutôt honnête, hein. Moi, il y a un truc qui m'a un peu frappé par rapport plutôt au côté Dr. Dre et puis tout son entourage encore vivant. C'est de voir des mecs de 50 balais maintenant parler de cette époque-là, quoi. Mais oui. Voilà, il y a une espèce de retour au réel qui est assez violent. Il y en a un et encore, il y en a un qui t'as l'impression qu'il grandit pas et qui est toujours bloqué un peu dans les années 90, c'est Snoop Dogg. Lui, vraiment, tu vois les interviews, tu dis, ah, les gars, Ah, il s'en balèque, hein, c'est son ah trademark ouais, à lui, hein, on va donc, parler. Mais le doc, là, celui qui écrivait les paroles dans ouais. NWA, qui a perdu son vocal ou presque, Hmm, il y a un truc, tu vois, un peu hardcore à le voir, l'entendre parler comme on l'entend du coup avec sa nouvelle voix. ouais, Tu te dis, ok, bon, le mec a plus jamais chanté de sa vie. ouais. Euh, Eminem aussi, il commence à accuser un peu le coup. Carrément. Même il est arrivé après, lui, un peu, mais bon, tu vois, il a la quarantaine maintenant, Eminem. Eminem, c'est 20 ans de carrière. Voilà, Hmm. donc il y a un truc aussi, à voir tous ces mecs que t'as tant imaginé jeunes, de les voir vieux, en fait. C'est clair, c'est clair. Il y a effectivement ça dedans. Après, tu sens que la plupart de ceux qui ont participé à ça, ils sont couverts derrière. Tu vois, le gars qui a perdu sa voix, c'est Doc, Mm. le fameux D.O.C., qui a dû continuer à écrire beaucoup de textes et qui, lui, c'est là où je me dis, bon, Dre, il a un côté où ce mec lui tournerait pas le dos, moi.
mais il m'a l'air assez fidèle par rapport à ses origines et à ceux qui lui ont permis d'être là où il est. Je pense qu'il n'a pas Ouais, laissé tomber les poteaux. pour le coup, il a perdu son frangin. Enfin, il y a eu, Mais il a vu des potes venir, arriver, des trahisons. Lui, il en a subi. Donc, je pense que mine de rien, il a eu une vie, ah oui, tu vois, oui. suffisamment hardcore pour se dire où étaient les priorités, tu vois, et Mais le ça, bien, le je mal. pense qu'il l'a su très tôt. Il l'a su bien avant le succès et je pense qu'à la base, hein, à grandir dans les quartiers, avec, bah, il parle de sa mère aussi. Sa mère est dans le documentaire. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, il y a le film sur NWA, donc le premier grand groupe de gangsta rap West Coast. Je pense que sa mère l'a bien cadré et ça, tu le voyais déjà dans le film, ce qui me permettra d'embrayer un peu sur la légende Dr. Dre. Tu le vois bien dans le film et dans le documentaire, tu vois la mère parler et tu te fais ah ouais d'accord. Bon, la daronne quand même, elle devait être là à mettre des coups de trick, à rien laisser passer. Ah bah, à l'ancienne, hein. C'est ça. Et elle, elle c'était une nana qui De toute bossait et façon, pour le coup. tu vois bien, même dans les images d'archives d'époque, quand, enfin, quand NWA commençait à se casser un peu la gueule, tu voyais bien dans les interviews et dans les réactions, les différences de tempérament entre Dr. Dre et un Ice Cube, quoi, par exemple. Mais Tu voyais bien qu'il y en a un qui était quand même vachement plus vénère que l'autre, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais au final, les deux ont fini au même endroit, hein. C'est ça, Oui. moi, qui me fait rire sur tous ces trucs, c'est qu'au final, si tu regardes d'ailleurs le film Straight Outta Compton, donc sur NWA, euh, tu vois qu'en fait, c'était que des problèmes de pognon qu'ils avaient. Alors, Ice Cube, il avait ce côté où il se politisait, mais au final, c'était juste un problème de pognon, hein, tout ça. Ils se sont vachement servis de ça. Moi, c'est un des trucs, par contre, qui m'a fait beaucoup rire, parce que mieux vaut en rire que criser, sur tous ces mecs-là, c'est. Tu dis voilà, 20 ans après, ils ont remis les pieds sur terre, mais les mecs se considèrent quand même comme des légendes, comme des gars qui ont. Enfin, tu vois, t'as presque l'impression comme s'ils avaient ça se dit une musicographie. Non, la discographie. Non, mais non. Bah, Mozart Une avait carrière. pas. Voilà, avait la carrière d'un Bach ou d'un Mozart, quoi. Donc, et puis t'entends les autres qui parlent d'eux à côté, alors sucer la bite et à les lécher sous les couilles. Il y a quand même eu un petit truc à un moment, tu fais, ouais, non, mais quand même, vous faisiez un peu du. Enfin, c'est du rap, quoi. C'est pas. C'est un peu de la merde, votre truc. C'est bien, hein, moi j'aime bien, mais bon, faut vous calmer, les gars, sur vos idées de grandeur par rapport à vous-même. Atterrissez, quoi. Et ça, ils l'ont pas du tout. Et une fois de plus, d'ailleurs, tu as des extraits du tournage de Dre qui se pointent sur le tournage là, Ouais, du film. Ouais, bah, c'est rigolo. notamment sur son accident de bagnole. Exact, ouais, exact. Avec le Ouais. jeune. Putain, dans quoi Bah, d'autre celui qui joue Dre. Exact, ouais. Je sais plus dans quoi d'autre je l'avais vu. Mais Bah, du pas. coup, Ice Cube, il joue Ice Cube. Eh oui, bah, fiston. Et c'est Je pour ça pense que que quand j'avais vu le film, je me suis fait putain, il lui ressemble vachement à Ice Cube. Ouais, c'est son fils. Ah ouais, d'accord. Ah, bah, normal. Mais c'est quand même, c'est ce truc perpétuel, parce que Dre, c'est quand même un gars qui a très vite compris qu'il fallait qu'il écrive sa propre légende. Donc il continue à écrire sa propre légende, même à travers le documentaire. Tu vois, quand tu vois ces extraits où il est là en train de jouer un peu sur un piano, il est posé sur sa terrasse en train de regarder le soleil avec un air pensif, et avec des commentaires des mecs autour, oui, non, mais vous comprenez, c'est un génie qui est au travail, et sa femme qui est là, je vis avec un génie. c'est T'as quand même envie de les calmer, les gars, de leur faire, ouais, non, mais redescendez quand même. Il a une certaine science du sample et de l'assemblage de sons. Il y a un son qui est typique des années 90 et, et, et c'est à Dre qu'on le doit, hein, en grande partie. Mais moi, j'ai envie de dire, si c'était pas lui qui l'avait fait, ça aurait été quelqu'un d'autre, hein. Faut pas trop délirer non plus. Mm. Et son dernier album, qu'il avait sorti en même temps que le film sur NWA, a été je pense que ça a été un demi-four. Et moi, je l'avais écouté et l'album est chiant, quoi. C'était pas clair si c'était un nouvel album de Dre
ou si c'était un album pour, tu vois, de musique inspirée et tirée du film. En tout cas, il y avait un single qui était dans le générique de fin de NWA, qui est pas dégueulasse d'ailleurs comme single. Mais Dre rappe très mal, moi je trouve que c'est un mauvais rappeur lui, par contre. Puis même sur scène, hein, tu vois que c'est pas le plus à l'aise de la bande, hein. Non, mais il est pas là pour ça, lui. C'est pas son truc, hein. Lui, son truc, c'est le studio. Bah, contrairement à Ice Cube, pour le coup, lui, pour NWA, Ouais, ouais. Mais Ice Cube, tu le fous derrière une console de mixage, par contre, je pense ah bah oui, oui, il se défèque, hein. Il se il défèque a pas, totalement. je pense qu'il a pas la rigueur pour. C'est ça. Et t'as des gars, bon après, je pense pas qu'un mec comme Eminem soit très ingé son, mais Eminem est quand même très impliqué sur ce qu'il produit. Et bah, il est producteur, donc forcément. De lui-même et des autres artistes, quoi. Mais bon, Eminem, c'est une autre catégorie de salopio, lui, quand même. Et tu le vois direct, c'est intéressant aussi de voir un peu les images d'archives de l'époque où ils se sont rencontrés avec Dre, quoi. Comme pareil, ils se sont trouvés. Et où c'était culotté à l'époque de sortir un mec comme Eminem, quoi. Sortir un petit Blancos qui va. Ouais, tout frais. Ouais, mais c'est vrai que lui se faisait vachement attaquer à l'époque parce que, bah, tu comprends, il était blanc, quoi. C'est rigolo, ça. Ça, ils en ont toujours des bonnes avec ces trucs. Donc, ouais, c'est vrai que je regarde l'image là, et c'est vrai qu'il y a Kendrick Lamar aussi qui est dedans sur la fin, qui est lui un mec qui a grandi en écoutant tous ces mecs-là, en écoutant tout ce son se mettre en place. Kendrick Lamar, c'est maintenant hein, qu'il est actif et il a explosé depuis maintenant 4 ans, quoi, 4-5 ans peut-être. Mm. Un sacré bonhomme assez intéressant. Moi, j'aime pas tout, mais il a quelques sons pas piqués des hannetons, le coco. Et oui, c'est vrai qu'il y a une belle équipe, hein. Il y a un peu de tout. Il y a du Tupac, il y a du Marilyn, il y a du Reznor, il y a du Patti Smith, du Bono. Ils ont pas mis. Ah merde, ils ont pas mis ton copain dessus. Oh, tristesse. Aussi, moi, je vois dans la liste. Dans la liste des gens qui interviennent. Non, non, dans l'image que j'ai mise en fond sur le live, pardon. Ah. Eh oui. Du coup, voilà. C'est peut-être un des premiers Dédé l'enculé qu'on va pouvoir finir en peu de temps sur un format tout à fait agréable, avec une petite musique de fond. Remarquez les moyens, s'il vous plaît. Du coup, mettez un pouce bleu. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur The Defiant Ones, Alex? Qu'est-ce que tu dirais, toi, en tout cas? C'est bah, c'est un vrai bon film en fait, sans parler de documentaire. C'est un truc bien troussé, j'ai envie de dire. Et Carrément. d'ailleurs, faut quand même bien rappeler que c'est un documentaire HBO, quoi, parce que de toute façon, Exact. Netflix a quand même la mauvaise manie de s'approprier des trucs, que ce soit des films, des séries, des documentaires, enfin, ils les achètent une fois que c'est fini. Et après, ils mettent création Netflix, documentaire Netflix dessus. Et Non, non, ils mettent leur c'est un tampon. vidéo. Et qui est passé d'ailleurs sur HBO. Il a été diffusé et il a été après acheté par Netflix pour d'autres Ouais, territoires. diffusé. Enfin, tant mieux d'ailleurs, parce que du coup, les Français peuvent y accéder avec des sous-titres pour ceux qui auraient. Parce que, ouais, il y a un truc qu'il faut dire quand même, c'est que ça va vite, hein. C'est Oui. quand même assez dense, quoi, le truc. Ça parle beaucoup, c'est monté. Vraiment, il y a des passages, faut pas cligner des yeux, quoi. Bah, en Donc, gros, pour synthétiser les 4 parties, il y a la première partie, un peu les débuts de l'un et de l'autre, jusque. Alors pour Dre, ça va jusque. Je crois qu'il n'y a même pas NWA dans la première partie. NWA, c'est dans la non, deuxième. ouais. Je sais plus sur quoi se termine la première partie. La deuxième partie, c'est justement NWA et un peu tous les débuts de Dre là-dedans. Et en parallèle, ben, parce qu'en fait, on fait des mouvements dans le temps, quoi, parce que Yovin, lui, c'est en parallèle, mais en décalé dans le temps. Bah oui, oui. Je Il fais un monte. geste avec mes mains, on dirait le changement, c'est maintenant, pardon. Mais c'est un peu ça, ces deux trajectoires parallèles, mais décalées. La Bah, troisième, Jimmy, il a 10 ans de plus que Dr. Dre, quoi. oui, c'est Donc, ça, c'est ça. La troisième partie, alors ça pour le coup je me rappelle bien, ça se termine sur la mort de Tupac Shakur. Tupac est mort.
Désolé les enfants. Euh, et ensuite, la quatrième partie, bon, bah, c'est pour vendre des écouteurs, quoi. C'est un En peu ça. partie, ouais. Et des abonnements Apple Music. Exactement, Apple Music, acheter Beats. D'ailleurs, c'est rigolo la partie où Eminem est en train de dire ouais, mais moi j'en avais plein le cul de ces histoires d'écouteurs. Tout ce que je voulais, c'était qu'il sorte un nouvel album, quoi, Dre. Et non, 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 Dre est plus passé maintenant sur le pognon. Bon, il y a pas mal de trucs, de toute façon. De toute façon, moi, si je devais conclure là-dessus, je dirais que c'était une documentaire pleine de contrastes que je vous recommande de regarder. Non, trêve de conneries, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon truc. Moi, je suis en conflit avec pas mal de choses qui sont racontées, avec beaucoup, enfin, avec la mentalité des mecs là-dedans qui ont quand même grosse tendance à un peu trop se toucher la teub. Mais le film en lui-même, c'est du tout bon, hein, les 4 parties. Allez-y, il y a à boire et à manger, Le plaisir de voir du documentaire soigné aussi. c'est clair. Et pas- À y tuner Après, hein, aussi. le mec venant du ciné, je pense que. Bah, son monteur est un réalisateur de documentaire. Un des deux monteurs est réal de docu. Ouais. Donc je pense qu'il a dû pas mal aussi se reposer là-dessus, mais peut-être que le gars a le truc naturel, tu vois. Pouf, il l'a sorti comme ça, nature. Mais oui, oui, c'est très bien fait. Ça Je crois qu'ils y ont passé du temps parce que je sais plus à quel moment exactement, mais tu vois des claps au début ou à la fin du documentaire. Et il y a certaines dates qui remontent à 2014-2015 Ouais, pour certaines interviews. Donc, à mon avis, c'est un projet qui a traîné pas mal. Bah déjà, ne serait-ce que pour réussir à avoir tout le monde, quoi. Je pense que vu la liste d'intervenants, un planning se fait pas facilement, quoi. c'est clair, pour choper tout le monde, parce que un bref petit rappel. Donc, les personnes interviewées dedans, on a Jimmy Iovine, Dr. Dre, Trent Reznor, Alonzo Williams, Ice Cube, Patti Smith, Bruce Springsteen, Bono, Sean Combs, ben, c'est Puff Daddy ça. Ouais, c'est Puff Daddy. Kendrick Lamar, Nas, Stevie Nicks, Tom Petty, Snoop Dogg, will.i.am, Eminem, Gwen Stefani et Dee Barnes. Ça fait quand même beaucoup de monde. Qui est mort d'ailleurs depuis. Eh, Il est terrible. mort cette année. Ben, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils crèvent tous ces cons. Et on peut Ouais. voir notamment aussi, voilà, Gwen Stefani qui était quand même une très belle femme. Et là, elle a l'air complètement la tronche bourrée de botox et qu'il y a il y a les coutures qui vont péter des moments, t'as l'impression. Ça m'a fait un peu de la peine pour elle. Terrible. Alors que tous ces enfoirés, même Snoop Dogg, tu vois, tous les mecs qui vieillissent bien. Et elle, la pauvre, pleine de botox. Sur ces paroles pleines d'amour pour nos amis Starlet, si la vidéo vous a plu, partagez-la, bande de salauds, et voire mettez un pouce dans le cul. C'est juste en bas, hein, la petite cloche, etc. Si vous voulez suivre. Sinon, bah, allez vous gratter, ou pas, c'est vous qui voyez. Nous, on est là, et c'est un rendez-vous récurrent. Alex, un dernier mot pour conclure. Non, C'est non, un- non, c'est très bien, The c'est Defiant Ones. c'est très Même, bien. et c'est vraiment important de leur dire que c'est plutôt ouvert à même ceux qui connaissent pas forcément tout ça. Je dirais même que ça risque de plutôt intéresser ceux qui connaissaient pas trop l'histoire du bonhomme, enfin ou des bonhommes, plutôt que les autres, quoi. Je pense que les fans de NWA, Dr. Dre, apprendront pas non plus grand chose. Voilà. C'est possible. Mais Donc, c'est assez bien fait. Des fois, c'est assez bien fait pour qu'on. oui, Voilà. pour l'impression que tu découvres les Voilà. Et infos. vu que les gens sont un petit peu fainéants et ont tendance à même plus vouloir lire une putain de page Wikipédia, bon bah voilà, vous n'avez plus qu'à poser votre cul, vous roulez un gros spliff et puis regardez ça. Ouais, non, c'est très bien. Et puis bah, tant que c'est sur Netflix, foncez, quoi. C'est clair. Eh ben, merci d'avoir écouté et on vous dit à la prochaine des oublis. Ciao.
paf, l'enregistrement est fini. Ah non.